Donc voilà, merci à tous. Donc c'est vrai que la conférence était un peu plus longue que prévu, parce qu'on avait beaucoup de choses à vous dire. N'hésitez pas à poser votre question soit par voie orale, soit dans le chat. Et Victoria sera ravie de nous les poser. Voilà, merci beaucoup. Alors j'ai une question pour vous. Combien les portefeuilles contiennent-ils de lignes? Avez-vous une poche de cash variable? Alors, pour la beauté de notre process de gestion, nous avons en moyenne 50aine de valeurs. Parce que quand vous avez 50, ça permet d'équipondérer les valeurs à moitié de risque. Donc 50, ça fait 2%, c'est facile. Les valeurs dans le premier tiers, c'est 3, 4, 5%. Et les valeurs dans le dernier tiers, 5%. Donc en moyenne, on a une 50aine de lignes à plus ou moins quelques titres. Et enfin, on a toujours à peu près 10% de cash structurel dans les fonds. Et c'est vrai que dans la rotation sectorielle qu'on a vue, on a très rapidement pris des bénéfices, donc le cash est un peu plus élevé que prévu en attendant que Jérôme Powell rassure ou pas sur les marchés, parce qu'on a tous le syndrome du 4e trimestre 2018. Donc c'est vrai que si Jérôme Powell ce soir dit bon, malheureusement l'inflation est trop forte, on n'a pas le choix de contracter le bilan de la Fed, attention au taux de volatilité. Donc pour l'instant on reste résolument un peu plus prudent que d'habitude, en conservant une part de cash un peu plus importante que d'habitude. Que pensez-vous du secteur auto actuellement? Alors, le secteur automobile qui était vraiment très impacté, notamment par la crise des semi-conducteurs. Comme je disais tout à l'heure, on voit que ça devrait commencer à aller mieux. Donc on peut penser qu'en termes de valorisation, le secteur automobile a touché un point bas. On a utilisé dans notre ratio poubelle, c'est-à-dire on a le droit à 10% de valeurs qui ne rentrent pas dans le top 200. Pendant notre fonds microcap, nous avons remis des valeurs comme Aquel et Delphine Gun dans lesquelles nous étions rentrés à l'été 2020. On était sortis au mois de mars 2021 quand les PMI avaient plafonné. Et là, on peut voir qu'en effet, le niveau de valorisation était tombé tellement bas que nous avons remis. Mais toujours, cela reste, comme c'est des valeurs très risquées, il ne faut pas en avoir plus de 0,5% de notre portefeuille. Mais en effet, même si ce n'est pas dans le corps de notre stratégie, c'est quelque chose, je pense, qui peut avoir depuis longtemps sa place en portefeuille. Très bien, merci Louis. Les résultats annuels de Sword sont sortis hier soir. Sont-ils en accord avec vos prévisions? Êtes-vous toujours confiant sur le titre pour l'année 2022? Merci pour cette conférence. Alors je vais prendre cette question. C'est qu'ils ont publié hier, déjà la croissance organique était largement supérieure avec ce qui était dans leur plan stratégique Horizon 2025, c'est-à-dire que Jacques Motta avait établi un plan stratégique de 13% de croissance organique par an jusqu'à 2025. On voit qu'au T4, ils ont encore fait plus de 20% de croissance organique et ils ont même affiché une marge de 15% d'EBITDA sur le T4, ce qui amène une marge d'EBITDA sur l'année à 13,5%, ce qui est encore une fois supérieur non seulement donc, à la cible de Jacques Motta et même à ce qu'attendait le consensus. Sur 2022, il me semble qu'ils ont guidé sur 15% de croissance organique qui reste encore supérieur aux objectifs. Donc non seulement d'un point de vue PNL et activité, on est sur une entreprise qui surperforme les attentes. En plus, on est dans une situation de cash net. Je crois qu'ils ont 55 millions de cash net au bilan. Et on sait que Jacques Motta est souvent très généreux avec ses actionnaires. Et nous, on s'attend à un dividende yield autour de 10% cette année. Donc non seulement vous avez une société qui surperforme et qui en plus va permettre de générer du rendement à ses actionnaires. Merci Hugo. Prochaine question. La situation géopolitique ne vous inquiète pas, en référence à l'Ukraine notamment? Si, clairement, je pense que l'accélération de la baisse, outre les banquiers, le mispricing, on va dire, des banques centraux, clairement, ça a dû avoir un impact. On a vu que l'Allemagne sous-performe nettement les autres places européennes depuis le début de l'année, de par sa proximité donc avec l'Ukraine et la Russie. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Mais c'est vrai que, heureusement, dans les portefeuilles en Allemagne, on se rappelle très bien la crise de 2014, au mois de septembre-octobre 2014, quand la Russie est arrivée en Crimée de mémoire. Le marché avait fortement chuté et remonté. Donc bon, c'est très difficile de savoir quelle est la différence si le marché baisse pour le repricing des 4 hausses, la contraction du bilan et ou le problème de Russie-Ukraine. Donc tout ça mélangé, en effet, c'est moins bon. Mais clairement, si le marché devait être amené à trop chuter sur cette thématique, ça donnerait des points d'entrée intéressants, comme en 2014. Merci Louis. Quels sont le ou les secteurs que vous allégez ou dans lesquels vous n'iriez pas? Alors, depuis même avant cette forte rotation sectorielle, on avait commencé à pas mal alléger les valeurs à trop fort PE,
donc même bien avant, on va dire, le changement de discours des banquiers centraux. Donc bien nous en a pris, parce que c'est ça qu'il y a des valeurs qui devenaient vraiment beaucoup trop chères, type SKR qu'on avait commencé un peu à alléger. Donc évidemment, première chose que l'on a fait, c'était quasiment toutes les valeurs à trop fort PE, on les a allégées, en revenant plutôt vers des valeurs plutôt qualité sous-évaluées dont Paul vous a parlé, ou des valeurs CARP, voilà vraiment les Diageo, Pernod Ricard que l'on aime beaucoup. Et en revanche, vous savez que nous, le plus important pour vous qui nous faites confiance, c'est que nous, on ne changera jamais notre process de gestion. On est low vol, low beta, momentum, et quand vous faites cet exercice sur les large cap, ou même dans les small et mid cap, vous n'aurez jamais de valeur bancaire, vous n'aurez jamais de valeur d'assurance, vous n'aurez pas de total, vous n'aurez pas de tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour être défensif, il faut avoir du total et du BNP. Donc attention, parce que, comme je disais souvent, la hausse des taux réels est là, donc évidemment, il faut avoir ces valeurs en portefeuille en ce moment. Mais rappelez-vous, février-mars l'année dernière, tout le monde disait, ça y est, il faut revenir vers les values cycliques, et vous avez vu ce qui se passe. Tout le monde reparle des taux à plus de 2%, bon là on plafonne autour de 1,80, mais néanmoins, si la politique d'offre va être beaucoup plus forte que prévu, si vous avez un resserrement monétaire qui va impacter la croissance américaine, parce que je vous rappelle que le pétrole va impacter la consommation américaine, il n'y aura plus de chèques qui arrivent, il n'y a plus de relance budgétaire aux États-Unis, si un resserrement trop fort alors que la croissance américaine ralentit, je vous fais un pari qu'en fin d'année, votre taux 10 ans US, au lieu d'être à 2% comme tout le monde pense, pourront redescendre même sous les 1,50. Donc c'est pour ça que nous, on ne changera jamais notre thématique. Et on est très à l'aise de ne pas avoir tous les secteurs qui marchent très bien depuis le début de l'année, amplifiés par le fameux effet janvier. Vous savez, l'effet janvier, c'est toutes les valeurs de moins de qualité qui montent. Nous, on n'est pas high beta, high vol, on est low vol, low beta. Donc on est très content d'être complètement en dehors de ces valeurs. On fait le dos rond pour un certain temps, comme on avait fait en février-mars l'année dernière. Donc voilà, donc le plus important, c'est stratégie, flexibilité. On vous a parlé d'une nouvelle thématique qui devrait bien s'en sortir. Mais en tout cas, toute cette partie, pour nous qui sommes la value trap, on ne touche pas du tout. Très bien. Pouvez-vous nous donner des exemples de grandes valeurs qui sont remontées dans vos rankings low vol, low beta face au Hermès, Dassault Systèmes, etc. Bravo pour cette prestation. Bonne question. Nous avons, en effet, on s'est amusé à regarder si les BNP Total étaient revenus. Et donc je pense que ces valeurs-là étaient dans les top 400, 500. Elles sont montées, je pense, dans les 300 et quelques. Donc vous voyez, il faudrait vraiment qu'il y ait encore une forte surperformance de ces valeurs et qu'elles deviennent beaucoup moins volatiles pour qu'elles rentrent. Donc peut-être qu'un jour, si elles rentrent dans le top 200, pourquoi pas, hein. Notre religion ne nous interdit pas d'avoir pas de bancaire. C'est juste qu'elles ne sont pas bien classées. Donc au pire, on pourrait les avoir dans le ratio poubelle, les fameux 0,5%, mais à la limite, on a préféré mettre des valeurs plutôt automobiles ou des valeurs en retournement type voyageurs du monde. On croit beaucoup plus à la thématique fin Omicron, donc les valeurs plutôt, vous avez vu, des sociétés dans l'aéronautique, ça s'en sort bien, vous avez vu Airbus, Safran résistent très bien depuis le début de l'année, donc nous on préfère plutôt jouer ces thématiques de ce qu'on appelle les falling angels, vous savez, c'était les anciennes très belles valeurs de qualité qui se sont fait massacrer par le Covid, donc nous on préfère utiliser notre ratio, on va dire poubelle comme cela. Hugo ou les réseaux d'équipe, je ne sais pas si vous avez des exemples de valeurs qui étaient mal classées, qui sont revenues, on pourra vous revenir dessus, mais en tout cas, il n'y a toujours pas de valeurs, on va dire, bancaires. Il y a peut-être quelques assurances, je pense qu'Allianz a dû revenir dans le top 200, AXA a dû revenir dans le top 200, voilà. Donc il y a peut-être quelques assurances qui sont revenues dedans, mais en tout cas, clairement, les valeurs matières premières, les grosses chimies, les télécoms, les value trap, les oranges et tout ça ne sont pas loin encore d'être revenus dans le top 200. Voilà. Donc c'est plutôt, on va dire, les gros assureurs très quali type Allianz, AXA sont revenus dans le top 200. Donc à la limite, on pourrait peut-être les regarder, mais on préfère quand même faire autre chose, quoi. D'accord. Quel est votre avis sur Robertet et Thermador? Merci. Alors Robertet, c'est pour nous, c'est comme quand Steph l'année dernière était tombé à 70 €, c'est les soldes. Avoir du Robertet sous les 900 €, on pourra dire j'y étais. Certes, la valorisation de Robertet en absolu peut faire peur à certains, mais quand vous voyez la qualité du management, la niche de marché, et surtout qu'on revient quasiment au prix dans lequel Givaudan et Firmenich étaient entre capital, depuis les croissances de bénéfices par action sont au rendez-vous, et ça se paye quand même avec une très forte décote par rapport à Givaudan. Donc nous sommes très positifs sur Robertet, qui est vraiment une principale ligne un peu dans tous les fonds. Donc clairement, voilà, c'est à 850, elle revenait sous les 850. De nouveau, bon, je sais qu'on en a déjà beaucoup, mais on en rachèterait encore en adéquation avec le process
l'analyse de risque. L'analyse de risque, comme le titre baisse très peu, vous avez vu le risque relatif de Robertet n'a pas augmenté par rapport aux autres. Le titre a baissé, mais beaucoup moins que le reste du portefeuille. Donc limite, Robertet est devenu encore moins risqué que les autres. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on pourra accumuler. Concernant Thermador, c'est un peu la même chose. Thermador a très bien résisté. Donc vous avez vu, les gens avaient peur des effets de base du 4e trimestre. Ils ont encore sorti des chiffres stratosphériques. Donc oui, en effet, il y a les effets de base qui vont être compliqués dans tout ce qui est bricolage, stay at home. Néanmoins, ça va être largement compensé par toute la dynamique, vous savez, dans tout ce qui est green building qui bénéficie. Le patron a dit que ça allait avoir des croissances pendant au moins les 5 prochaines années. C'est une société que l'on aime beaucoup. Certains peuvent de temps en temps la critiquer, parce que les acquisitions qu'on fait, on peut impacter un peu de temps en temps les retours sur capital employé, mais on peut faire confiance à toute l'équipe dirigeante de travailler dessus. C'est vraiment une vraie très très belle pépite qui aussi coche toutes les cases en thématique ESG. Donc vous la retrouvez à la fois dans notre fonds Green Impact et aussi dans notre fonds Small et aussi Flexible. Voilà, c'est vraiment une de nos valeurs préférées. Ok. Quel est le poids de vos micro ou small et mid cap que vous recommanderiez dans une allocation d'actifs 2022 ? 100%. Non, c'est toujours délicat de répondre. Vous savez, le tout, c'est d'avoir une construction de portefeuille au niveau global. Mais évidemment, nous, chez Gay-Lussac Gestion, on surpondère clairement les micro-caps parce que la beauté de notre process de gestion, plus vous descendez dans les capis, plus le process de gestion s'exprime à fond, plus en plus nos nouvelles thématiques de valeur qualité sous-évaluée vous allez en trouver, plus vous allez trouver de situations spéciales comme SMTPC, Gaumont, dont Arthur vient vous parler. Voilà, et surtout que là on est en train de revenir vers les vraies valeurs sous les 100 millions de market cap qui n'ont très peu monté, puisque vous avez vu que les flux ne sont absolument pas revenus dessus. Donc on a en portefeuille des valeurs qui font vraiment rien du tout, type Windfarm, Cogelec, voilà, toutes ces valeurs qui sont sous les 100 millions de market cap. Donc là, on est en train de refaire un travail pour revenir vraiment sur ces valeurs. Et aussi, je vous rappelle que normalement, on attend toujours le lancement aussi de notre fonds micro-cap monde. Donc clairement, quand vous avez un processus de gestion qui est très strict et qui a fait ses preuves dans le passé, parce que vous savez que quand vous prenez une micro-cap prise en dehors, ça peut être très volatile. Mais quand vous faites un assemblement de micro-caps qui, elles, sont très décorrélées les unes par rapport aux autres, bah, vous pouvez très décorréler les marchés. Et vous l'avez bien vu dans la crise de 2018, de 2020 et même de 2011, la gestion de nos fonds micro-caps, nous avons, quand le marché baisse fortement, on baisse même moins que les large caps et bien évidemment encore moins que les indices small cap. Donc c'est vraiment quelque chose que nous, on a tendance à privilégier, bien évidemment, dans une allocation. Ok. Comment concilier la rotation vers la value avec des convictions éthiques et environnementales, donc éviter le secteur auto, banque, assurance, pétrole, etc. Alors, évidemment, dans le fonds Green Impact qui est SFDR9, donc en effet, aujourd'hui, vous avez vu, plus personne parle de ESG comme par hasard depuis le début de l'année. Hein, tout le monde parle que de Total et des majors pétrolières, donc tout le monde est très content de les avoir, et plus personne ne parlait des fameuses best-in-class ESG en accord avec la taxonomie des accords de Paris. Pareil, toujours, on travaille avec Goldman Sachs, vous savez, qui font des paniers, on va dire les valeurs ESG, leader ESG, le panier de basket est à moins 15 depuis le début de l'année. Donc pour vous dire, en effet, c'est des valeurs que tout le monde avait achetées parce que les flux ESG étaient arrivés massivement vers ce type de valeurs. Beaucoup de souffrances liées à la rotation sectorielle, on en a parlé. Et nous, la beauté de notre fonds ESG, c'est que comme il est multicap, on va essayer d'aller chercher des valeurs qui vont être décorrélées un peu de cette rotation sectorielle. C'est comme ça qu'on a du Thermador dans notre fonds Green Impact. On va aller chercher un peu ça. C'est pas évident parce qu'on est vraiment SFDR9. Vous savez qu'en plus, quand on fait les filtres en amont, on filtre déjà les 20% qui ont les moins bonnes notes ESG, déjà on va les filtrer. Donc c'est vrai, en tout cas, dans l'ESG, les valeurs qui sont bien classées, il n'y a pas de bancaire, il n'y a pas de pétrolière, il n'y a pas de tout ça. Déjà un dans le top 200, et imaginez si on est dans le top 200, de toute façon elle ne passerait pas nos filtres type 1, type 2, à savoir de chiffre d'affaires éco-responsable. Donc c'est pour ça que nous, c'est complètement assumé notre gestion dans Green Impact. Tant que la rotation sectorielle continuera, on continuera, j'espère le moins possible, de sous-performer. Mais en tout cas, c'est pour ça qu'on va essayer de mettre des small limits décorrélantes pour s'en sortir le mieux possible. Mais néanmoins, si vous voulez avoir une vraie vision de l'ESG, vous ne pouvez pas avoir des bancaires ou du pétrolier en portefeuille. Donc nous, c'est complètement, on est droit dans nos bottes dessus et on ne va clairement pas changer notre approche ESG dans tous nos fonds. Très bien. Pensez-vous que l'or a un intérêt sur 2022 ? Alors l'or, vous savez, est très corrélé au taux réel.
et tout dépend si vous pensez que les taux réels négatifs sont en train de remonter. Normalement, cela devrait impacter l'or. Donc après, ce qui est compliqué, c'est que si finalement, et ça va aller de soi, donc à court terme, tant que la rotation sectorielle est là et que les taux réels remontent, je ferai attention à l'or. Mais néanmoins, comme d'habitude, si la Fed resserre trop fort et finalement on voit que la croissance ralentit et que la première d'offres est résolue, vous allez voir que d'un côté on va dire ah il y aura plus d'offres et moins de demandes à ce moment-là, bah là on va devoir relancer de nouveau la croissance et à ce moment-là les taux rebaisseront, donc les taux réels rebaisseront, ce qui sera très très bon pour nos valeurs de qualité de pricing power qui ont fortement souffert, et à ce moment-là l'or devrait surperformer. Mais voilà, à très court terme on fait attention. Parce que tant que les taux réels négatifs remontent, ça va impacter le cours de l'or. Pas d'investissement dans le bois, exemple Pujula, Moulin-Vest, Canberra, Cogra. Alors, peut-être que tu veux parler du PM, toi aussi. Alors c'est un thème qu'on a regardé l'année dernière. J'avais regardé un petit peu Cogra. Néanmoins, il y a un certain nombre de choses qui nous avaient déplu sur le cas d'investissement, notamment la partie environnementale, puisque la combustion de bois émet quand même un certain nombre de particules, que la combustion de bois risque d'être interdite dans un certain nombre de villes ou de villages, notamment comme Paris, où vous ne pouvez pas faire de feu. Donc, de plus, le profil de risque de la société ressortait dans nos classements, pas dans les meilleures entreprises, c'est pourquoi nous avons passé notre chemin. En revanche, pour le fonds Green, nous sommes en train de faire notre due diligence sur UPM, une entreprise finlandaise qui peut être considérée comme une situation spéciale puisqu'elle est en total repositionnement de son activité, historiquement basée sur le papier graphique et le pulp. UPM est actuellement en train de se retourner vers le biodiesel et les biomolécules, notamment pour la conception d'emballages comme les bouteilles de Coca-Cola. Le groupe a d'ailleurs signé un partenariat avec Coca-Cola pour concevoir des bouteilles dans lesquelles vous ne retrouverez plus du tout de PET et qui seront totalement biodégradables. Donc typiquement, voilà, c'est l'une des histoires que l'on affectionne en ce moment pour Green, puisque c'est une valeur avec une valorisation extrêmement attractive. On est sur des PER de moins de 13 fois, on est sur un EV/EBIT d'environ 10 fois. Donc globalement, c'est quelque chose, c'est typiquement le type de société qu'on va regarder en ce moment. Ok. Que pensez-vous des valeurs dites Covid? Eurobio notamment, qui a fait 46% du chiffre d'affaires hors Covid en 2021. Donc la thématique Covid, aussi stay at home, souffre nettement depuis le début de l'année de la rotation sectorielle. Pareil, quand on reprend les différents paniers de basket de Goldman Sachs, on voit que tout ce qui est valeur Covid est quasiment pareil, entre moins 10 et moins 15, j'ai plus exactement le chiffre. Vous avez vu, les biomérieux aussi ont fortement souffert depuis le début de l'année. Donc nous, de notre thématique, on a essayé de sortir le plus possible de toutes les valeurs qui étaient Covid, les gagnants du Covid, pour revenir, comme tout à l'heure, je disais plutôt pour les valeurs qui avaient été massacrées par le Covid, type Voyageurs du Monde, on regarde Compass aussi, que l'on aime bien, voilà, peut-être dans l'aéronautique aussi certaines valeurs. Bien évidemment, ces valeurs sont mal classées, donc on va les utiliser dans notre ratio poubelle un peu comme les Aquel et Gelfingen, mais ça on va les mettre, ça sera très faiblement valorisé, représenté dans nos fonds. Mais néanmoins, pour Eurobio et toutes ces valeurs, c'est compliqué, vous savez que le marché il est très blanc ou noir, en ce moment il n'en veut pas. Donc en effet c'est une belle valeur, mais je pense que c'est trop tôt pour revenir dessus. Mais une fois que voilà, cette forte rotation sectorielle qui risque de continuer, peut-être aller encore une dizaine de jours, 2-3 semaines, je sais pas si on reprend février-mars l'année dernière, ça a duré 6 semaines. Bon, voilà, ça fait déjà 3 semaines, peut-être ça continue, tout dépend ce que dit Jérôme Powell. Mais il faudra revenir, je pense, voilà, c'est peut-être pas tout de suite revenir vers ce type de titre. Voilà. Très bien, j'ai pas d'autres questions.
je vois qu'il est 10h57, donc magnifique, on aura tout tenu en moins d'1 heure, comme on s'était engagé. Donc c'est vrai que la réunion était assez dense. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour votre soutien, vos écoutes, vos nombreuses questions. En tout cas, toute l'équipe, que ce soit à la fois commercial, marketing et aussi toute l'équipe de gestion que vous avez vue. Il manque que Thibaut qui est parti skier le chanceux. Voilà, c'est millions des marchés. En tout cas, voilà, vous nous connaissez, on sera ravis de faire des one-to-one, des calls sur un macro, du stock picking. On reste évidemment à votre disposition. Et vous pourrez retrouver notre vidéo disponible sur YouTube dès la fin de semaine. Et sur Twitter. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.